Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et nous sommes avec Lou Fritel, bonsoir. Bonsoir, journaliste politique à Paris Match. Bonsoir à Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir à vous Henri Guénaud. Bonsoir. Ancien député, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Autant dire que ce château, comme on l'appelle, l'Élysée, vous le connaissez bien, vous connaissez bien ses couloirs et vous connaissez bien l'ambiance qui doit dérouler alors que nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, à plus ou moins 50 jours sans gouvernement, sans Premier ministre. Avant de parler de ça, est-ce que vous êtes étonné par la candidature officielle d'Édouard Philippe pour la présidentielle de 2027 ? Non, j'avais cru comprendre depuis longtemps qu'il était candidat. Enfin, il nous l'avait dit, redit, voilà. Je pense que c'est pas une surprise. Maintenant, il trouve peut-être que les circonstances exigent qu'il rappelle à tout le monde qu'il est candidat. C'est une hypothèse. En tout cas, il est dans un couloir de nage qui est bien différent du temps où il était candidat sans le dire officiellement. On est quand même dans un état du pays qui est différent de. Je pense que la candidature non officielle d'Édouard Philippe, elle doit avoir 1 an et demi, 2 ans. Je me tourne vers mes camarades de Raphaël Steinville et Lou Fritel. Au moins 1 an. Même auparavant, on s'en doutait déjà pendant le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron qu'il avait des velléités au moins pour l'après-macronisme. Et oui, mais il avait allé plus loin déjà. Il avait dit, dans mon souvenir, il a déjà dit. Il avait déjà dit qu'il était candidat, voilà. Mais comment est-ce que sur l'échiquier politique, vous le mettez où ? Alors, bien sûr, c'est le patron d'Horizon, mais est-ce qu'il est de centre droit ? Il est de droite, du centre où est-ce que je ne sais pas si toutes ces notions ont encore beaucoup de sens. Édouard Philippe, c'est le fils spirituel d'Alain Juppé, voilà. C'est lui qui l'a formé, promu, modelé, voilà. Donc tout dépend où vous placez Alain Juppé, mais je crois qu'on se trompe en essayant de remettre les gens dans des cases qui ont depuis longtemps perdu beaucoup de leur signification. C'est intéressant ce que vous dites, parce que là où Emmanuel Macron voulait justement casser ce clivage gauche-droite, les derniers mois, les dernières semaines nous ont montré qu'au contraire, les Français étaient volontaires de retrouver la droite, la gauche, et non pas cette espèce de ventre mou qu'est le centre. Mais ça je crois pas non plus. Enfin, je crois que avoir trois blocs est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est l'instabilité assurée. C'est une loi physique. D'ailleurs, vous avez un bloc au centre qui peut se coaliser avec un camp, puis se coaliser avec l'autre, et donc voilà, en jouant à 3, on est certain que l'instabilité est au rendez-vous. À 3 parts égales, puisque c'est le bloc central, le RN et le Nouveau Front Populaire. Sachant qu'il y a en plus des petits partis qui peuvent jouer les partis charnières. Bon. Mais je crois que ça c'est le paysage politique. Mais ça n'est pas le paysage de la société. Derrière ces 3 blocs, il y a une société qui est profondément fracturée, qui ne se droitise pas, contrairement à ce que j'entends, qui se radicalise. Voilà, elle se radicalise dans une partie de la gauche, elle se radicalise de l'autre côté de l'échiquier, mais le Rassemblement national, c'est pas la droite. C'est pas la droite. D'abord, il ne se revendique pas de droite, mais surtout, il faut regarder la sociologie. Et la sociologie du Rassemblement national, même si aujourd'hui elle s'étend de plus en plus, elle englobe beaucoup de classes sociales qui ne sont pas sociologiquement de droite. Ça avait été la grande réussite du gaullisme que de rassembler à la fois une grande partie des classes moyennes, une partie de la bourgeoisie et une grande partie des classes populaires. Donc il y a le Front National d'abord, puis le Rassemblement National ensuite a d'abord vidé les classes populaires qui votaient traditionnellement pour le Parti communiste. Les premiers qui sont partis et qui ont fait émerger le Front National, ce sont les communistes. Vous voyez, il se passe quelque chose d'un peu similaire en Allemagne, si vous regardez bien. C'est-à-dire que l'AfD, par exemple, elle est à la fois elle se sent une droite beaucoup plus dure que le RN. Voilà, beaucoup plus dure. Ouais. Mais je parle de ce qu'a été le Front National à une certaine époque.
Elle a des références qui sont à la fois des références qui datent de l'époque communiste et de l'époque d'avant. Voilà. Et puis est en train de naître aussi en Allemagne un parti de gauche radicale, puisque là, avec des anciens d'extrême gauche allemande, ou de la gauche radicale plus que l'extrême gauche. Et on voit bien, suivre un chemin qui est assez comparable. Mais tout ça, on se trompe en pensant que on bascule entre ce qu'on appelait la gauche, par exemple au moment où François Mitterrand a été élu, a fortiori au moment du Front populaire, et ce qu'a été la droite ce qu'on a appelé la droite, à mon avis un peu abusivement parfois, depuis le début de la Ve République. C'est encore une fois, le gaullisme avait transcendé tout ça. Mais et là, les prochaines élections, elles se joueront sans doute d'abord sur cette radicalisation, si elle continue à monter, et puis elles auront un fondement plus sociologique, à mon avis, qu'idéologique. Mais quand Nicolas Sarkozy, dans le Figaro, il y a quelques jours, dit « la France est de droite », qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'on met l'ensemble des électeurs du Rassemblement national dans la droite. Voilà. Alors on peut dire aussi, moi je pourrais vous dire, si on veut reprendre les vieilles étiquettes, les Français ils se droitisent sur la sécurité, l'autorité, l'ordre, l'immigration, et puis ils droitisent pas beaucoup, ils se gauchisent plutôt sur le pouvoir d'achat, sur les retraites, sur sur le social, sur la question sociale. La question sociale, on n'en parle pas, elle est là, elle est posée, elle est énorme, et elle joue un rôle dans la radicalisation aussi important que la sécurité, l'autorité, etc. Est-ce que donc je pense qu'il faut oublier, il faut regarder l'état de la société pour avoir une clé de compréhension de la politique française. L'Assemblée aujourd'hui, elle reflète en fait cette fracturation de la société, et c'est la raison pour laquelle aussi les tendances y sont probablement de plus en plus irréconciliables. Question pour vous de Raphaël Steinville. Oui, Henri Guénaud, si les catégories anciennes ne sont plus pertinentes pour définir le paysage politique tel qu'il se donne à nous, si le clivage gauche-droite n'est plus pertinent, quel est le nouveau clivage qui s'impose pour vous pour essayer de lire finalement cette nouvelle vie politique? Est-ce que c'est un bloc élitaire contre un bloc populaire? Est-ce que finalement ces trois blocs tels qu'ils se dessinent aujourd'hui sont pertinents pour comprendre la vie politique? Sont-ils représentatifs en fait? Mais les trois blocs, non, les trois blocs ne sont pas. D'abord, il y en a pas trois en réalité. Il y en a au moins quatre. Voilà, on peut dire qu'il y a le Rassemblement national d'un côté, ses électeurs, on peut y mettre peut-être Reconquête, et puis il y a quelque chose qui ressemble au débris de ce qu'a été la droite à partir du moment où on a liquidé le RPR pour faire l'UMP puis LR, qui petit à petit s'est vidé se sont vidés de leur substance, qui regroupe, on va dire, LR et une partie de la Macronie, enfin, ce qu'on appelle la Macronie. Voilà, moi je sais pas si c'est qui le quatrième? Voilà. Eh bien, donc vous avez ça en fait deux déjà. Ça en fait deux. Le NFP. Après vous avez le centre, alors que ce soit le centre droit, le centre-centre ou le centre gauche. Vous écartez le centre du bloc présidentiel. Il y a des gens très centristes. Je veux dire, le MoDem, c'est pas MoDem ne ressemble pas à LR. Vous pouvez pas le mettre dans le même. Si vous voulez absolument faire ce genre je vous rappelle que moi je veux absolument rien du tout. Non. Je vous mets à l'aise. Voilà. Si on veut faire ce genre de classification, c'est pas possible. Moi, je vous rappelle quand Nicolas Sarkozy a été élu en 2007, il y avait un candidat MoDem, candidat MoDem qui s'appelait François Bayrou, qui a fait 18% des voix au premier tour. Que quand Jacques Chirac s'est présenté, il a eu contre lui Édouard Balladur. Bon, et Édouard Balladur a incarné, bien qu'il venait qui venait du cabinet de Pompidou, du RPR, etc. Il a incarné et il a eu un électorat qui était un électorat de centre droit et de centre tout court. Bon, et Jacques Chirac incarnait encore, puisqu'on n'avait pas créé l'UMP, incarnait ce qui restait du gaullisme, c'est-à-dire quand même une volonté. Je vous rappelle qu'il a gagné sur la fracture sociale.
Voilà, c'est en effet, campagne de 1995. Et puis ensuite, vous avez la gauche, et là aussi, on peut discuter. Il y a une partie de la gauche modérée, centre-gauche, qu'on peut raccrocher à ce bloc, on pourrait raccrocher au moins idéologiquement à ce bloc central. Et puis vous avez une gauche qui se radicalise. Donc il y a 4 blocs avec, pour certains, des vases communicants, et pour d'autres, une étanchéité totale. Lou Fritel. Oui, pour rebondir sur cette question du clivage, vous parlez beaucoup de social, mais est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle époque? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le clivage identitaire qui se substitue? Non, mais c'est plusieurs. Vouloir réduire ça, c'est impossible. Mais en moteur de vote, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immigration, on parle beaucoup de la question intersectionnelle. On voit en Europe aussi, comme par exemple, je crois que c'est au Portugal ou en Espagne, où le fait d'avoir présenté un candidat trans à l'élection de Miss Monde a fait bondir le parti nationaliste, en tout cas a donné de nouveaux électeurs, énormément de pourcentage au parti nationaliste. Mais vous voyez que c'est pas la même chose. Enfin, déjà c'est pas la même chose. Le clivage qui se dessine autour de ce qu'on appelle le wokisme, et puis le clivage qui se dessine autour de la demande d'ordre, de sécurité. Lequel est le plus puissant? C'est plutôt ça. Mais il n'y en a pas de plus puissant. Il faut arrêter d'essayer de mesurer l'intensité de ce genre d'opposition. Vous voyez bien, ça traverse toute la société avec beaucoup de contradictions. Avant, il y avait en gros les collectivistes, les anti-collectivistes, les partageux, et puis ceux qui l'étaient pas. Et encore, il y a eu des moments plus compliqués. Encore une fois, le gaullisme a été un moment où on a transcendé, la politique a transcendé, ce clivage. Mais même Nicolas Sarkozy, dans son gouvernement, il y avait des ministres de gauche. Il y a eu Kouchner, il y a eu Frédéric Mitterrand, il y a eu des gens très 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 différents. C'était encore une dynamique de débauchage plutôt que d'alliance. Cette époque est déjà une époque de transition. On a déjà quitté ce qu'a été le RPR, par exemple, n'existe plus à ce moment-là. On imagine. C'était l'UMP. Voilà, c'était l'UMP. Et encore, Nicolas Sarkozy était lui-même, à mon sens, pas le centre de gravité de l'UMP, intellectuellement, idéologiquement. Il a gagné sur le travail, il y a beaucoup de transgressions si vous regardez la campagne de 2007 que je connais bien. Voilà. Donc, c'est le problème est qu'on retrouve dans toutes nos sociétés occidentales, c'est que la société se défait et cette dislocation de la société se retrouve dans la politique qui est en partie responsable, qu'elle soit de droite ou de gauche. La grande illusion a été celle des années fin des années 80 et des années 90. Pourquoi on a liquidé le RPR? Des gens comme Alain Juppé. Je rappelle que Édouard Philippe, pour qui j'ai par ailleurs la plus grande amitié, mais il était le directeur général le premier directeur général de l'UMP. Pourquoi? Parce que un certain nombre de gens se disaient, au fond, la démocratie moderne, c'est 2 grands partis, 2 gens raisonnables, débarrassés des masses à la fois de militants, d'électeurs, vous savez, tout ça. C'était pas très convenable et pas très raisonnable. Donc on réunit les gens raisonnables. On a un grand parti de centre-gauche et un grand parti de centre-droit, soi-disant comme dans les grandes démocraties modernes, qui alterneront au pouvoir dans le cercle de la raison. Voilà, ils sont à peu près d'accord sur tout. Ils sont d'accord sur l'Europe, la mondialisation, le libéralisme, voilà. Puis après, ont commencé à être d'accord sur beaucoup d'autres choses. Au fond, les uns parlaient un peu d'immigration, mais ne faisaient pas grand-chose. Les autres refusaient qu'on en parle. Mais tout ça, au fond, tout ça a évolué dans quelque chose qui était compatible. D'ailleurs, ça explique peut-être aussi que les cohabitations, il y en a eu 3, je vous le rappelle, se sont pas trop mal passées. Parce que malgré les divergences entre les uns et les autres, on pouvait diverger sur la nationalisation de telle ou telle entreprise. Il y avait un accord sur l'essentiel. Cet accord, on l'a vu au moment du traité de la campagne de Maastricht, on l'a vu au moment de la Constitution européenne, on l'a vu. Et derrière, il n'y avait pas que l'Europe. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'un consensus qui n'arrive pas. Alors, le consensus, il ne faut pas le chercher dans une démocratie, mais dans une démocratie, on est obligé
ça voudrait dire que tout le monde est d'accord, donc il n'y a plus de politique, il y a plus rien. Ça ne rime à rien, je suis d'accord avec vous. Ça ne rime à rien, c'est même le rechercher est une erreur, est une faute. Mais il faut qu'il y ait du débat, il faut que les idées s'affrontent, il faut que les contradictions soient surmontées. On cherche des compromis, une coalition. Voilà. Oui, mais surmonter le compromis nécessaire, parce qu'on vit avec les autres et que les autres ne sont pas tous d'accord avec soi-même, avec vous, ils sont même pas toujours d'accord avec eux-mêmes. Donc, c'est un problème. Le compromis ne doit pas être la compromission. Voilà, on va pas. Mais ce qu'il faut en revanche, on a besoin du consentement. Et ce qui est en cause, c'est-à-dire j'accepte, même si au fond c'est pas mon camp qui gagne, c'est pas mon idée qui est majoritaire, j'accepte quand même la loi que je désapprouve, mais j'accepte de l'appliquer, de la respecter. Ça s'appelle le consentement. Sans consentement, il ne peut pas y avoir de démocratie. Il peut même pas y avoir de société. Il ne peut pas y avoir de gouvernement et de Premier ministre. On va en parler dans un instant avec Henri Guénaud, qui est notre invité ce soir sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match, de Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, et d'Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dont il a été question ce matin, puisque Éric Ciotti était l'invité de la grande interview Europe 1 à CNews. Et voilà ce qu'il dit à propos du bilan de l'ancien président. Le bon sens, c'est ce qui manque à ceux qui nous dirigent depuis tant d'années, et y compris dans ma famille politique. Quand je vois M. Sarkozy soutenir aujourd'hui avec un zèle effréné M. Macron, moi, aujourd'hui, je suis libre. J'ai été souvent dans une formation politique. Il n'est pas libre, Nicolas Sarkozy. Où, de par mes responsabilités, j'ai été un peu entravé de dire ce que je pensais. Mais si on en est là, c'est quand même parce que M. Nicolas Sarkozy a perdu. C'est-à-dire aussi parce que son quinquennat, certes dans des conditions difficiles, avec la crise économique que je n'ignore pas, mais que l'espérance qui était née en 2007 a été déçue, que le Karcher n'a pas été passé, que l'intervention en Libye a été une faute lourde, qui a ouvert des vannes d'immigration. Tout ça, il faut le dire. Nous n'avons jamais, à droite, fait cet état des lieux. Henri Guénaud, qu'est-ce que vous répondez à Éric Ciotti ? Henri, je n'ai absolument pas envie de répondre à ça. Mais c'est quoi? C'est faux? C'est inexact? C'est un mélange d'inexactitudes, de choses fausses et de choses vraies. Voilà, je veux dire, il y a jamais, tout n'est parfait, tout n'est jamais parfait dans un quinquennat. Quand on le compare à beaucoup d'autres, on est plutôt que c'était pas si mal. Voilà, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais moi, vraiment, je n'ai pas honte de ce qui a été accompli pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, même s'il y a eu des erreurs, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on parle je veux dire, je vais pas refaire le. Non, mais vous m'avez répondu. Vous m'avez répondu là-dessus. Ni le procès d'Éric Ciotti, ni le procès du quinquennat de Sarkozy. Maintenant, si vous voulez, un jour, on organise une émission entière de plusieurs heures, et puis on verra ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de moins bien. On n'est pas dans un tribunal populaire non plus. Je voulais juste votre réaction. Non, mais tirer les leçons du passé, ça vaut la peine. Je rappelle que la dernière élection présidentielle de LR, c'est 4,5%, enfin un peu plus, 4,7%, que l'élection présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy a perdu, je crois, 1,5 point de points, enfin 58% ou 58,5%. Donc je voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, mais si on le remue, on va faire mal à beaucoup de monde. On était resté sur le consentement que vous que vous manifestiez de vos pleins vœux pour, j'imagine, pour la situation actuelle, 50 jours sans gouvernement, avec des atermoiements, je le disais tout à l'heure, d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce sont des atermoiements qui sont justifiés selon vous? Alors d'abord, vous me disiez tout à l'heure, je devais bien connaître l'ambiance qui règne aujourd'hui. Non, parce que c'est sans précédent. Voilà. Ce qui se passe est sans précédent. On n'a jamais vu ça. Quelle que soit la République d'ailleurs. Alors les choses se passaient moins à l'Élysée jadis, mais quand même. On a vu sur la 4e République des gouvernements qui duraient en moyenne 6 mois, je crois. Bon, mais c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Qui n'est pas un déni de démocratie, mais qui est une forme de déni de réalité. Il y a eu des élections. Ces élections, elles ne sont pas venues toutes seules à l'échéance. Elles ont été provoquées par le président de la République lui-même, qui a donc posé une question de confiance aux Français. Il a eu une réponse. Et là, on peut interpréter à l'infini. Moi, je
pas partie des gens qui vous expliquent toujours, voilà, c'est tout ce que les Français ont voulu dire, comme s'ils avaient dosé exactement la composition de l'Assemblée. Non, mais il y a une chose, en tout cas, qui ressort de l'élection. Il y a une chose qui est certaine, qui est une évidence, qui saute aux yeux, qui devrait sauter aux yeux de tout le monde, c'est que les Français ont dit, pour des raisons qui sont parfois contradictoires les unes avec les autres, mais ils ont dit au président de la République qu'il ne voulait plus de sa politique. Voilà, que au fond, condamner sa politique. Le perdant, c'est le président et le bloc central qui le soutenait. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne l'accepte pas ? Qu'est-ce que vous direz ? J'ai l'impression que ça continue comme avant. Je veux dire, c'est comme si c'était rien passé. Comme si les Français n'avaient pas parlé. Comme si les Français ne lui avaient pas dit « je ne veux plus de votre politique ». Alors, ça va d'ailleurs au-delà. Ce que les Français ont dit, c'est qu'ils veulent plus de ce qui se passe depuis 2017, mais les Français, ils ont poussé un cri pour la plupart d'entre eux en disant on ne veut plus que ça continue comme ça. Voilà. Mais évidemment, ça nous renvoie à ce qui s'est passé avant. Ça fait 40 ans aussi. Enfin, il a fallu 40 ans pour en arriver à cette situation. Donc, ça, c'est un fait majeur. Et on a l'impression que... Alors d'abord, on a eu l'impression que c'est pas très important tout ça. Donc il y a les Jeux Olympiques, il y a tout ça. Bon, et puis il y a les vacances, et puis pas possible. Enfin, on a besoin d'un gouvernement, et on voit bien la dérive que produit le fait de ne pas avoir respecté ce qui me paraît être une règle fondamentale du régime parlementaire et d'une démocratie, c'est-à-dire que le président de la République, malgré la façon dont est rédigé l'article 5 de la Constitution, ne peut pas considérer que il est libre de toute contrainte pour décider, pour choisir son premier ministre. Et il ne peut pas non plus, et c'est là on voit bien la dérive de plus en plus marquée, il n'est pas libre non plus de composer lui-même les coalitions qui lui conviennent, ni de choisir le Premier ministre. Même si l'article 8 dit le président choisit le Premier ministre. Point. Oui, c'est certain. Et puis vous savez, à Rome, on disait rien sur le pouvoir de l'empereur, mais Caligula voulait... Les historiens romains nous expliquent que Caligula, légende ou pas, mais en tout cas elle est assez significative, pour montrer qu'il n'avait pas de limite à son pouvoir, il voulait nommer son cheval sénateur. Bon, non mais vous voyez, prenez au pied de la lettre, il n'y a rien. Non, mais dans la Constitution, il n'y a pas de limite, il faut s'en mettre, sinon il n'y a pas non plus écrit qu'il doit être français, il n'y a pas non plus écrit que ça doit être un homme, une femme, un être humain. Enfin, il y a rien. Il y a une coutume constitutionnelle qu'il faut suivre. C'est pas seulement une coutume constitutionnelle. En fait, c'est un principe fondamental. Et il faut en faire une règle. Voilà. Le président de la République, moi, je m'évertue à dire ça, il aurait dû, après 48 heures après le résultat, l'élection, il aurait dû convoquer les présidents des groupes de la coalition arrivés en tête, que ça lui plaise ou pas, que ça nous plaise ou pas. C'était ainsi, leur demander un nom. Alors soit ils étaient capables d'en donner un dans un délai raisonnable, soit ils n'étaient pas capables. S'ils étaient capables d'en donner un, il aurait dû le nommer. Il n'appartient pas non plus au président de la République de précensurer le gouvernement, et c'est à l'Assemblée de le faire. Il aurait nommé, il aurait été... Qu'est-ce que c'est que cette... Et puis il aurait peut-être été censuré par l'Assemblée. À ce moment-là, il avait une marge de manœuvre plus grande. La démonstration avait été faite que ça ne pouvait pas marcher, mais elle avait été faite par ceux qui devaient la faire, c'est-à-dire les parlementaires. Voilà, maintenant on est dans une situation qui est une situation kafkaïenne. Raphaël Steinville. Emmanuel Macron aurait dû purger l'hypothèse Lucie Castet, la proposer et la nommer à Matignon, selon vous? Il aurait même pu nommer Jean-Luc Mélenchon. Il aurait pu dire, c'est le président du groupe le plus important. C'est bien la difficulté, c'est que dès l'origine, dès le soir du 8 juillet, aucun des partis qui composent le nouveau Front populaire ne s'accordait sur un nom. D'ailleurs, vous avez raison, c'est le 7 juillet. Et c'était lundi le 8. Mais il aurait pu en choisir un. Il aurait pu choisir celui qui avait le plus grand nombre de sièges dans la coalition. Et puis il aurait pu donner 15 jours, 3 semaines, je sais pas, pour trouver un nom. La preuve, ils ont fini par en trouver un. Voilà, s'ils n'étaient pas capables, ils faisaient la démonstration que
ils n'étaient pas capables de se mettre d'accord, mais à mon avis, ils se seraient mis d'accord sur un nom. Et à mon avis, ce candidat aurait probablement été censuré par l'Assemblée. Mais d'où sort cette idée que, puisqu'il y a un risque que l'Assemblée censure, je ne nomme personne. Enfin, je ne vous nomme pas, c'est pas possible. Et puis alors après, qu'est-ce qui fait Emmanuel Macron avec ses atermoiements? Est-ce qu'il met en danger, d'une certaine manière, sa fonction? Oui, alors il met en danger les institutions de la Ve République et il met en danger sa fonction. Or, sa fonction, elle le dépasse. C'est-à-dire, parce que là, on demande la destitution du président de la République. Forcément. Tout à l'heure, on entendait, et c'était hier soir sur LCI, Florence Portelli, qui est pas du tout LFiste, elle est LR, qui dit que peut-être que ça serait bien qu'il démissionne. Non, alors moi je suis pas du tout, je suis pas du tout d'accord, mais je pense que la démission quasi forcée du président de la République et des élections dans un mois, c'est toujours encore une fois dans des conditions où le débat démocratique le rendez-vous démocratique est manqué, comme il a été manqué en 2022 pour l'élection présidentielle, et comme il a été manqué là pour l'élection législative. Qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron ? Donc, mais le problème, c'est bien celui-là, c'est que maintenant il n'y a plus de solution. Ça c'est pas possible, Henri Guénaud. Si, c'est pas possible. Il y a des options. C'est inédit en l'occurrence dans aucune des républiques de France. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Là, vous dites, il vous appelle Henri, et vous dit, Henri Guénaud, donnez-moi une solution. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous lui dites pas, Monsieur le Président? Non, mais vous lui dites, il n'y a plus de solution, Monsieur le Président? Il y a plus de solution, et dans le cadre qu'il a défini et dessiné, il n'y a pas de solution. Mais ça veut dire qu'il s'en va. C'est ce qu'on disait. Mais s'il s'en va, c'est pas une solution non plus. Non, mais d'accord, mais alors on fait quoi? S'il s'en va, c'est l'équivalent de ce qui est arrivé à MacMahon en 1877. C'est-à-dire qu'il y avait un président de la République qui avait des prérogatives, le lendemain, il n'en avait plus. Voilà, il a été forcé de démissionner, vous savez, il se soumet où il se démet. Voilà, pour ne pas avoir respecté, pas avoir respecté la règle. Voilà, il aurait eu ensuite les coups des plus franches. Là, il est en train d'abîmer la légitimité de sa fonction, donc sa propre légitimité. Et où en sommes-nous de la crise que nous vivons? Est-ce que c'est seulement une crise politique, encore une crise politique, ou on est déjà passé à autre chose et peut-être une crise institutionnelle? On est en train de passer à autre chose. Enfin, on a créé les conditions, en tout cas, pour passer à autre chose. Donc, autre chose, c'est-à-dire mais encore une fois, les Français rejettent une politique. Bon, si vous leur servez un gouvernement, quel que soit d'ailleurs moi je crois pas que l'Assemblée arrivera à se mettre d'accord, mais même en admettant qu'elle se mette d'accord, derrière l'Assemblée, encore une fois, il y a la société. Donc, si vous leur servez un gouvernement qui ressemble à ce qu'ils ont rejeté, vous croyez que ça va améliorer la légitimité des institutions? Vous croyez que ça va améliorer la confiance que les Français n'ont déjà plus dans la politique, dans une société qui a besoin de politique puisqu'elle est profondément désunie? Donc moi, il y a des options. Vous allez bien falloir en choisir un, mais il n'y a pas de solution, c'est-à-dire un choix qui résoudrait le problème posé, c'est-à-dire avoir un gouvernement qui va pouvoir gouverner même avec des contraintes importantes. Donc pas de solution. Mais on va se quitter en disant qu'il n'y a pas. Il y a des options et pas de solution. C'est pas la même chose. Alors, les options en 30 secondes. C'est vous en prenez un qui soit respectable et puis vous voyez ce que fera l'Assemblée. Puis si elle le renverse. Et on est dans une situation où on peut plus dissoudre pendant un an. Donc là, l'arme dans une Assemblée qui est fracturée, donc pas difficilement gouvernable, et l'arme de dissuasion de la dissolution a disparu pour un an. Voilà, vous vous retrouvez donc dans un régime d'Assemblée qui concentre tous les pouvoirs, mais de ces pouvoirs, il n'en reste qu'un en réalité. C'est celui de renverser au fur et à mesure tous les gouvernements qui passent. Voilà, on est dans cette situation-là. Il fallait vraiment le faire pour y arriver. Donc il va falloir trouver quelqu'un de raisonnable. Qui va essayer. Puis si ça marche pas, on en trouvera un autre. Et je ne sais pas dans quel état. La vie parlementaire et politique continue comme ça jusqu'en juin. Mais derrière il y a la société. Encore une fois, on néglige ou on sous-estime le potentiel explosif de l'état de nos sociétés. C'est pas vrai qu'en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Grande-Bretagne. Crise démocratique, pas c'est crise vrai partout. politique, Il y a une crise démocratique. C'est une crise de la démocratie, une crise des sociétés. On les a démantelées, les sociétés. Même, regardez les États-Unis, vous avez deux parties du pays qui sont prêts à s'entretuer. En fait, c'est la violence qui monte, elle est considérable. Voilà. Et pourquoi? Parce que la mondialisation telle qu'on l'a faite a détruit la société. Parce que nous, on a rajouté la façon dont on a fait l'Europe. Je dis pas l'Europe en elle-même, la façon dont on l'a faite. Toutes les politiques qu'on a menées en négligeant que derrière les chiffres, derrière les statistiques, derrière les approches comptables,
table, derrière le fameux cercle de la raison, il y a des gens. Et il y a des gens qui vivent, qui aiment et qui souffrent. Voilà. Et quand ils souffrent trop, ils deviennent violents. Et la violence, elle monte de partout. Donc là, en jouant avec les institutions, il faut pas en arriver là. Mais non, parce que il faut pas jouer avec les institutions. Il faut pas jouer avec ce genre de règles qui maintiennent le minimum de consentement nécessaire à la cohésion de la société et donc à la légitimité du pouvoir. Merci beaucoup, Henri Guénaud, d'avoir pris le temps de nous expliquer et de nous éclairer sur cette crise politique, démographique, ce manque de respect envers les électeurs, les Français qui ont été si nombreux à voter. Voilà les options que vous proposez ce soir sur Europe 1. En plus, ils ont été nombreux à voter.